Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Raphaël Liotier, bonjour. Hello Clara. Salut, Raphaël est un habitué de l'émission et il est avocat dans un cabinet parisien très prestigieux en contentieux du numérique. Avec nous également Ludovic Binello, bonjour. Salut Clara. Salut. Et Ludovic est également avocat à Paris et il exerce en droit pénal et en droit de la presse. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, car ils sont très forts, ils sont vifs. Ils sont tellement dans le vif du sujet que pendant la préparation de l'épisode, on a passé notre temps à dire « Ah non, ce dossier, je vais pas pouvoir en parler. Je bosse dessus, secret professionnel, conflit d'intérêts. » Bref, et croyez-moi, on va avoir besoin de toute cette compétence pour aborder aujourd'hui un sujet important, un sujet central, à savoir « Que faire contre un troll ?» Eh oui, certains sujets s'imposent à nous. Rappelez-vous, notre deuxième épisode s'intitulait « Peut-on appeler son fils Gandalf ?» et nous n'étions pas vraiment là pour parler de Tolkien. Disons que c'était notre façon à nous de répondre à une certaine accusation d'insulte à la France par un prénom. Et bien sûr qu'on comptait vous parler un jour de la prise de parole dans l'espace public, mais là, on n'a plus vraiment le choix. En effet, ce podcast est enregistré en février 2019, et plusieurs événements récents nous ont percutés comme des trains lancés à pleine vitesse. Notamment, mais pas seulement, la Ligue du LOL. Je vous renvoie d'ailleurs aux excellents épisodes de Programme B et des couilles sur la table qui ont été dédiés cette semaine. À notre humble échelle de praticiens de la loi, de notre côté, il faut qu'on commence à aborder le sujet et ça serait sauter une étape que de parler directement de harcèlement en ligne. Alors, il faut qu'on commence à parler de liberté d'expression. Il faut qu'on commence par parler de la liberté d'expression. Et, comme à chaque fois, si vous nous suivez un peu, on va démarrer par des définitions. La liberté d'expression est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, dans son article 11, dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Évidemment, moi je ne fais que poser les questions, les réponses viendront après. Et ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la mise en œuvre de la liberté d'expression repose notamment sur la liberté offerte aux médias, donc à la presse, mais également à toute personne qui s'exprime à un endroit, notamment sur Internet, de pouvoir communiquer de façon libre, mais encadrée. Cette liberté de la presse est garantie par la loi du 29 juillet 1881, qui retire les obligations d'autorisation préalable à la diffusion, mais on va y revenir. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, d'entrer vraiment dans le vif du sujet, ce qui est très important ici, c'est qu'il faut bien dire, comprendre qu'il existe une distinction fondamentale entre une prise de parole, une communication, un commentaire, un tweet désagréable, et ce qui relève des expressions et des contenus illégaux. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Mais avant d'aborder les contenus stricto sensu, il faut qu'on aborde là où ces contenus peuvent être exprimés et peuvent se propager. Raphaël, est-ce que tu nous ferais une petite cartographie de c'est quoi les hébergeurs, c'est quoi les éditeurs ? Et comment ça se passe ? Eh bien oui, parce qu'en fait, on est sur Internet. Alors, on va parler évidemment des questions de presse, de diffamation, d'injures au sens plus large, au sens général. Mais là, en l'occurrence, on parle de trolls, on parle d'Internet. Donc, il faut déjà voir un petit peu comment ça s'organise, sur quel terrain on joue. Parce que c'est pas le terrain du monde réel en tant que tel. C'est un terrain qui est différent, c'est un terrain numérique avec des personnes, des intermédiaires qui vont permettre de donner la possibilité d'avoir accès au contenu. Et ces personnes-là qui sont intermédiaires ont un régime de responsabilité qui est dérogatoire. Tu prends des risques. Qu'est-ce que c'est un régime de responsabilité dérogatoire ? Qu'est-ce que c'est dérogatoire ? Non, attends, j'aimerais juste revenir sur ta dit, c'est pas le monde réel. Alors, entendons-nous. C'est pas pour dire que Internet, c'est pas la vraie vie, si, mais c'est juste que là, en gros, il y a des intermédiaires de partout. Si jamais je vais dans la rue et que je dis quelque chose, bonjour,
il n'y a pas d'intermédiaire entre ma voix et vos oreilles. Alors que quand vous écrivez un tweet, ça passe par un tas de personnes avant d'arriver jusqu'aux yeux de la personne de l'autre côté. Exactement. On a des règles avec des intermédiaires au sens strict du terme dans le monde réel, dans le monde physique. Dans le monde physique, c'est le monde mieux. physique qui est préférable là, dans ce cadre-là. On a des règles qui s'appliquent, qui sont spécifiques. Le cas de la personne qui édite un journal, on va avoir ces distinctions-ci dans le monde physique, mais là, en l'occurrence, c'était plus pour déjà faire une sorte de présentation générale de ce qui se passe dans le monde numérique. Et dans le monde numérique, on a en réalité un réseau qui est Internet, qui est un réseau qui n'a pas de point central et qui a besoin, en revanche, de personnes qui permettent à ce réseau d'exister. Ces personnes, ce sont des personnes qui vont fournir l'accès au réseau. Donc les fournisseurs d'accès Internet, exactement. On va peut-être dire FAI après, allez, ça va peut-être nous échapper. Premier acronyme, on y va ? Oui, mais ça va, fournisseur d'accès Internet, c'est bon, tout le monde est encore là, continue. Ok. Et si on se concentre uniquement sur ce qui nous intéresse là aujourd'hui, on a aussi une autre catégorie d'intermédiaires que sont les hébergeurs. Et ces hébergeurs sont en réalité des personnes qui fournissent le moyen de communiquer dans le sens où ils fournissent un espace de stockage où on va pouvoir, en tant qu'utilisateur du réseau, déposer des choses ou aller consulter ces choses. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un hébergeur ? Oui, bien sûr, Twitter héberge les tweets qui sont publiés sur Twitter. Voilà, les plateformes de blog hébergent les blogs, c'est-à-dire que si vous passez par Blogspot, si vous passez Skyblog. par Skyblog. Bonsoir Internet, nous sommes en 2005. Écoutez, moi j'avais un Skyblog, ça marchait d'ailleurs pas trop mal. Il avait le nom d'une chanson de Playmo. Allez, bisous, amusez-vous avec ça. Et donc, surtout retrouvez-le et envoyez-nous-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc tout ça pour dire que la plateforme de blog, si vous êtes sur Blogspot et que vous avez un blog sur Blogspot, ce n'est pas Blogspot qui rédige votre blog. Donc ils ont ce qu'on appelle un régime de responsabilité dérogatoire. On leur applique un régime de responsabilité dérogatoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être responsables des contenus qui sont publiés sur leur service immédiatement, juste parce que les contenus sont sur leur service. Quand bien même, ces contenus sont bien chez eux, sont bien sur leur serveur. Parce qu'ils n'en ont pas, en réalité, la connaissance effective. Bien sûr. Et donc, on peut quand même les responsabiliser en les informant selon certaines modalités assez précises, détaillées, de l'existence de ce contenu sur leur service. Et une fois qu'ils en ont la connaissance effective, non pas seulement du contenu, mais d'un contenu qui est manifestement illicite, c'est-à-dire d'un contenu dont l'illicéité ne fait pas de doute, c'est pas un contenu qui est litigieux, qui peut amener à un débat. C'est pas un truc où on se demande si ça va pas, c'est un truc où tu le regardes, c'est un tweet où tu le regardes et tu sais que ça va pas. Tu me donnes un exemple ? Non, pas un exemple de tweet, mais un exemple d'un truc qui peut rendre un tweet manifestement illégal. Manifestement illicite, c'est manifestement illégal. C'est le cas, on va l'aborder après, mais tu me diffames sur Internet, tu m'injuries sur Internet, s'il y a une décision de justice qui constate que c'est une diffamation, que c'est une injure, j'informe l'hébergeur en lui disant « Vous hébergez un contenu au sujet duquel une décision de justice a été rendue et qui considère que c'est constitutif d'une infraction », à ce moment-là, ce contenu est manifestement illicite. Est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, beaucoup plus rapides quand il y a un tweet qui est une incitation à la haine ou qui contient un propos, propos pornographique ou un truc comme ça qui permet de le retirer pornographique, plus vite. Ou pédopornographique. Mais pédopornographique, oui, voilà. Évidemment. Il y a des cas particuliers qui sont ciblés, donc c'est les provocations à la haine raciale, les contenus pédopornographique, d'apologie du terrorisme, etc. Et si je le signale à mon hébergeur, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Là, il doit le retirer promptement. Ça veut dire quoi, promptement ? Alors, on considère que c'est dans les 24 heures. C'est une odyssée jurisprudentielle. Ça veut dire quoi, jurisprudentielle ? Ça veut dire les décisions qui ont été rendues par les juridictions avant. En gros. Oui, bien sûr, mais je suis surpris que maintenant tu fais question, réponse. Oui, juge est parti, four moulin. Allez, continue. D'accord.
Donc en clair, on considère que c'est rapidement, en tout cas, Promptement. avant, dans un délai d'un jour, quoi, environ. Oui. Quoi. Ça, c'était donc les hébergeurs. Ça, ce sont les hébergeurs. À noter que les hébergeurs, dans la loi qui encadre leur régime, qui prévoit un petit peu comment tout ça fonctionne, qui est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est un drôle de nom, moi j'aime bien. Mais oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise bien qu'il n'y a pas d'obligation générale de surveillance à la charge des hébergeurs. Ils ne sont pas obligés de scruter en permanence ce qui est publié sur leur service pour déterminer s'il y a des cas où on aurait des contenus qui seraient manifestement illicites et qui devraient être retirés. Okay. Il y en a certains qui font du zèle, qui vont aller essayer de vérifier qui, par exemple, en permanence. Facebook analyse, à des modérateurs analysent un petit peu, mais ils le font sans que ce soit systématisé pour tous les contenus avant leur publication, etc. C'est après, ils regardent ce qu'ils ont sur leur réseau, ils ont des mécanismes d'alerte qui leur permettent de retirer. Mais même ces mécanismes-là, normalement, selon la loi, ils ne sont pas tenus de les mettre en œuvre ab initio. Wow, ouais, ab initio. Oui, mais on l'avait déjà dit dans les épisodes précédents. Mais on avait déjà dit jurisprudentiel aussi, et pourtant je l'ai redit. Qu'est-ce que c'est ab initio ? Avant. Est-ce qu'on a fini avec l'hébergeur ? Non, on n'a pas fini avec l'hébergeur. Alors ? Eh ben, s'il ne supprime pas le contenu qui est notifié, qui est correctement notifié, qui est manifestement illicite, l'hébergeur, il peut se retrouver face aux tribunaux. Et là, il y a une peine qui est encourue de 75 000 € et de 1 an d'emprisonnement. Yeah. Voilà. C'est un peu solide. La personne qui, en revanche, écrit le contenu, le publie, elle est responsable. Elle qui est à l'origine du contenu est responsable de ce contenu, c'est elle qui l'a publié. Et elle pourra être touchée, elle pourra être attaquée pour avoir publié ce contenu. Et notamment injure et diffamation qu'on va traiter tout à l'heure. Tout à fait. Ah, c'est bien fait. Voilà, parfait. Ok. Est-ce qu'on passe à l'éditeur ? C'est l'éditeur. Alors, c'est la personne qui édite. La personne, j'édite le contenu qui est publié sur Twitter. Et mon contenu, j'écris un contenu qui te vise, toi, sur Twitter. Je suis l'éditeur de ce contenu. D'accord. Qui est hébergé par Twitter. Mais je suis moi, éditeur de ce contenu. Je suis moi, responsable de ce contenu. C'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui vais, de ce fait, en être responsable aux yeux de la loi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres types d'éditeurs ? Si on se concentre sur ce domaine-ci, non. Après, tu as des éditeurs de presse, etc. Mais ça, on est dans le monde physique. Là. Enfin, on est aussi dans le monde numérique sur certains points, mais à ce moment-là, on va dériver, on va passer sur une émission qui va partir sur beaucoup plus longtemps. J'essayais de te faire parler de le statut d'éditeur, par exemple, pour quelqu'un qui fait le contenu lui-même, genre le site du Monde. Mais effectivement, tu as raison, c'est un autre sujet. Tu as raison, pardon, excusez-moi. Ok. Mais ceci dit, tu peux avoir des éléments qui se mélangent là-dessus, pour le coup. Tu peux éditer un site de presse avec des articles de presse et qu'en revanche les commentaires soient libres dessous, et donc là tu hébergeras les commentaires et ce sera les personnes qui éditeront ces commentaires, elles qui en seront responsables quand bien même tu édites ton site. Alors voilà. Alors il faut savoir qu'elles ne seront pas seules responsables tout de même. C'est-à-dire que le directeur de publication du Monde est un peu responsable, par exemple, de... Maître Vinello entre dans le ring. Sûr. Non, voilà, je me permets de préciser... Tu fais bien. Je me permets de préciser que le directeur de publication du Monde est aussi responsable des commentaires qui sont publiés sur son site internet. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est ça. Il faut bien avoir à l'idée et à l'esprit que le site du Monde, par exemple, a cette double nature en fait d'hébergeur et d'éditeur. Et donc du coup, concernant les articles qui sont postés, il est éditeur de contenu, et concernant les commentaires, on fait vraiment en très très gros et on résume. Donc ne vous énervez pas. Et concernant les commentaires, il sera plutôt hébergeur de contenu. Ce qui nous amène à parler plus précisément de la loi pour la liberté de la presse de 1881. Ludovic. C'est une loi quand même qui est emblématique. Alors le 29 juillet 81 pour être précis. 1800, donc 1800, vraiment c'est assez vieux. On est même plus au siècle dernier, on est encore au siècle d'avant. Et c'est une loi qui, dans cette période-là, Troisième République, s'inscrit vraiment dans une ligne de loi emblématique pour les libertés publiques, et elle s'inscrit complètement dans cette logique-là
de préservation de la liberté de la presse. C'est une loi sur la liberté de la presse, ça veut bien dire quelque chose. Mais c'est ça, la formulation même de l'intitulé de la loi. L'intitulé de la loi, elle dit vraiment ça. C'est la loi sur la liberté, c'est pas la loi de la presse, c'est la loi sur la liberté de la presse. Elle commence, la presse c'est libre, et toute liberté a ses limites, toute liberté entraîne des responsabilités, donc il y a des limites qui sont posées avec des seuils à ne pas dépasser, et des infractions qui sont prévues au sein même de cette loi, du coup, et notamment la diffamation et l'injure. Ok. Alors, il y en a d'autres, mais celles-ci sont quand même les plus importantes. Les principales, effectivement, sont plutôt la diffamation et l'injure. Et les praticiens de ces matières-là, comme Ludovic et Raphaël qui sont avec nous, consacrent beaucoup de temps sur ces sujets de diffamation et d'injure. Donc, on est parti. Qu'est-ce que c'est la diffamation ? Alors, qu'est-ce que c'est la diffamation ? C'est vrai que tout le monde en entend un petit peu parler. J'ai été diffamé, souvent, ou calomnié, on entend aussi ce mot-là. Mais c'est une autre infraction. La diffamation, il faut savoir, voilà, c'est vraiment la grande majorité du contentieux en droit de la presse. Et on va être obligé de faire un petit peu de droit quand même. Donc la loi de 81, de 1881, je suis obligé de donner cette définition-là tout de même. Une diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Alors, on va tous respirer. Qu'est-ce que c'est que cette phrase barbare ? Voilà, c'est ça. On respire tous. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire quelque chose en 1881. Mais maintenant, il faut expliquer. Du corps auquel le fait est imputé. Allez, en avant. Le plus simple est de commencer par définir, et c'est l'élément le plus important, je pense, ce qu'est une atteinte à l'honneur et à la considération. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va pouvoir fixer ça un petit peu chacun de notre côté en disant « si, ça porte atteinte à mon honneur, à ma considération ». Alors, pas du tout. Il ne s'agit pas uniquement, et tu l'as dit Clara, de propos péjoratifs, de propos désagréables pour la personne. Il faut se placer plutôt d'un point de vue abstrait et considérer que l'atteinte à l'honneur ou à la considération, c'est soit imputer à quelqu'un, c'est-à-dire dire que quelqu'un a un comportement unanimement réprouvé par tout le monde, un agissement constitutif d'infraction pénale par exemple, ou un comportement considéré comme contraire aux valeurs morales et sociales communément admises, on va dire. Tu nous donnes un peu des exemples ? Il y a évidemment le fait de dire que quelqu'un a commis une infraction, imputer n'importe laquelle des infractions pénales, que ce soit même la plus petite des infractions, même une contravention. Par exemple, dire mon voisin Jean-Louis, il se gare tous les jours sur le passage piéton, ça peut être une diffamation. Ça peut être une diffamation parce que c'est une infraction au code de la route, et à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté pour dire que ça porte atteinte à son honneur et à sa considération, même si, on y viendra plus tard, la sanction risque d'être assez faible pour le diffamateur. Bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment un ensemble d'exemples, il faut vraiment faire attention en disant que l'appréciation doit se faire de manière objective. C'est-à-dire, c'est pas juste le commentaire m'a déplu, c'est le commentaire m'impute un comportement contraire à la probité, au droit ou à la morale, morale qu'on pourrait attendre d'un homme moyen et abstrait. C'est le moment où j'ai écrit « C'est pas très sympa de dire des gens qui sont abstraits, mais on n'est peut-être pas obligé de faire cette blague, donc je te laisse continuer. » Bon, mais vous avez compris forcément que ces notions-là d'atteinte à l'honneur, à la considération, c'était pas les mêmes au moment de l'écriture de cette loi en 1881. Et la morale a évolué, les mœurs ont évolué à cette époque-là. Oui, c'est le principe aussi de mettre des notions un peu souples et floues dans les lois. On en a déjà parlé plein de fois, c'est que ça peut s'adapter avec le temps et avec les mœurs d'une époque. C'est-à-dire que dire à quelqu'un en 1880 qu'il est un fief et brigand, ça peut être un fait diffamatoire, alors qu'en 2019, bof. Voilà. Mais il y a les exemples fameux, il y a l'exemple de l'infidélité conjugale qui, 40 ans après la dépénalisation de l'infidélité, s'est retrouvé sur le devant de la scène en diffamation, et les tribunaux ont considéré que imputer à quelqu'un d'avoir une relation extra-conjugale n'était pas diffamatoire, ça ne porte pas atteinte à son honneur, à sa considération. Depuis quand à peu près est-ce qu'on considère que c'est plus attentatoire à son honneur et à sa réputation ? Depuis la fin des années, la fin du XXe siècle à peu près. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ok. D'autres exemples ? Il y a d'autres exemples, alors on est toujours un peu dans le même domaine, mais je vais trouver un exemple qui me fait un peu rire aussi, qui est le fait pour un sportif de solliciter des faveurs sexuelles d'une hôtesse n'a pas été considéré comme diffamatoire par les tribunaux. On est pas mal dans le même registre, quand même. On est dans un truc un peu... L'évolution des mœurs, ça me passe beaucoup par là aussi, en jurisprudence.
Alors, t'as de la chance, j'ai déjà défini jurisprudence. Tu slalomes Oui, là depuis mais tout à l'heure. J'évite habilement toutes tes questions tordues. Et croyez-moi, on a bossé pendant 1 an à 5 mètres l'un de l'autre, donc il sait. Qu'il y a des questions tordues. Il le sait. Continue, je t'en prie. Bon, on a un petit peu défini donc, ce que pouvait être une diffamation, une atteinte à l'honneur, à la considération. Je suis obligé de préciser que on parle d'une diffamation depuis tout à l'heure, mais en réalité, il y en a plusieurs. Et c'est un groupe d'infractions. Et il faut être très vigilant. On parlera un petit peu de la procédure tout à l'heure, donc je ne vais pas faire trop de spoilers. Mais il faut faire très attention au choix de son fondement. Il y a plusieurs types de diffamation, et la diffamation publique envers un particulier qu'on connaît à peu près tous, elle se décompose ensuite en fonction de l'imputation. Il y a un délit de diffamation spécifique si on se sent diffamé en raison de sa race, de sa religion, de son origine. Et il y en a un autre aussi pour son orientation sexuelle, son sexe, son handicap ou son identité de genre. Il ne faut pas se tromper de fondement, c'est des articles différents, et si on se trompe de fondement, on perd son action et on est mal barré. Donc il faut avoir un bon avocat. Il faut avoir un bon avocat. C'est le premier conseil que j'aurais dû commencer par donner en parlant de droit de la presse, c'est n'y allez pas tout seul. Voilà. Parce qu'on peut y aller tout seul. Je pose les questions, je suis là pour poser les questions. Parce qu'on peut y aller tout seul. On peut y aller tout seul, il n'y a pas de représentation obligatoire. Donc je peux, si jamais j'estime que j'ai été diffamée, aller voir le juge avec mes petites jambes et un petit courrier où je lui explique un petit peu la situation. Alors le problème, c'est que ce n'est pas un petit courrier, c'est la difficulté. C'est pour ça que je le formule comme ça. En réalité, comme c'est des actes qui sont assez techniques avec une rigueur à avoir et qui déterminent l'ensemble de la procédure ensuite, vraiment, si sur le papier on peut y aller tout seul, vraiment en pratique c'est formellement déconseillé. Oui. Voilà. On y reviendra après, mais effectivement, pour faire très simple, comme la liberté d'expression c'est important, et on est vraiment là, on est schématique, hein. Comme la liberté d'expression c'est important, la procédure pour venir contester la liberté d'expression et notamment la liberté de la presse est extrêmement délicate et pleine de détails, puisqu'il faut vraiment avoir toutes les garanties pour protéger la liberté d'expression. Donc voilà. Donc sachez que si jamais vous voulez mener une action sur ce genre de sujet-là, mieux vaut être conseillé et mieux vaut être bien conseillé. Je t'en prie, continue. Donc bon, on a vu un petit peu ce qu'était la diffamation, on a dit de faire attention un peu au fondement, mais en réalité, on ne sait toujours pas si on remplit les conditions pour pouvoir agir. On n'est pas content du propos qui a été tenu contre nous. Oui. Est-ce qu'on est vraiment dans un cas de diffamation ou pas ? Est-ce que c'est pas juste un propos pas cool ? Voilà. Alors, il y a plusieurs conditions et je vais pas tout détailler parce que ça serait extrêmement long. Parce que c'est une thèse. Parce que ça pourrait être une thèse. La diffamation, point. 2000 pages. Oui, quand même. Quand même. Le premier point, quand même, ça peut poser problème parfois, mais bon. L'identification de la personne. Il faut être identifié au sein du passage. Identifié ou identifiable. Identifié ou identifiable au sein du passage que l'on souhaite poursuivre. C'est-à-dire que pour une personne de votre cercle proche, on ne va pas demander à un inconnu dans la rue de savoir si vous êtes identifié dans ce passage-là. Il faut que ça soit quelqu'un, un cercle d'initiés, un cercle de proches, qui est capable de dire que oui, dans ce tweet, dans ce post Facebook, même si votre nom n'apparaît pas, même si votre prénom... On sait bel et bien de qui on parle. On sait de qui on parle et on parle de vous. Voilà. Et pourquoi il faut que la personne soit identifiée ? Parce qu'il n'y a que la personne identifiée qui peut agir. Mmh. Vous ne pouvez pas agir pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première condition, c'est vraiment être identifié ou identifiable. Pour vous donner un exemple, moi, il y a plusieurs années, j'étais en stage et on m'a fait bosser sur un dossier où en gros ça portait c'était un documentaire à la télévision qui disait des choses pas très très sympas sur quelqu'un et en fait la personne n'était jamais identifiée ni par un nom ni par un prénom, mais par contre on filmait la devanture de sa maison qui était un pavillon de banlieue tout à fait classique où il y avait une voiture et on disait c'est un homme d'une 40aine d'années qui bosse dans tel secteur d'activité et la juridiction avait considéré que la personne était identifiable. Donc en gros ses proches pouvaient tout à fait dire mais oui bien sûr c'est bien mon voisin, mon beau-frère, le mec avec qui je bosse qui habite dans cette maison, qui a cette voiture, etc. Donc ce faisceau avait permis, ce groupement d'éléments avait permis de déterminer que la personne était identifiable. Voilà, c'est la première condition. Et si vous n'êtes pas identifié ou identifiable dans une publication, vous pouvez abandonner l'idée d'agir en diffamation. Ok, ensuite. La deuxième condition, c'est encore un peu plus important et là, on est vraiment dans le droit de la diffamation stricte et dure. Il faut que le fait soit précis.
on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est pas juste quelque chose qui est désagréable et qui ne nous plaît pas. On n'est pas dans le jugement de valeur ou la simple expression d'une opinion. Il faut que la personne poursuivie puisse prouver que le fait dans la publication est vrai ou n'est pas vrai. D'accord. Et du coup, il faut qu'il soit précis, parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose de très très flou. C'est impossible. Donc le fait doit être précis, et il n'y a rien de mieux que quelques exemples pour essayer de montrer c'est quoi un fait précis ? Ce qu'est un fait précis. Le premier exemple, j'ai essayé de trouver quelques exemples un petit peu parlants. Par exemple, imputer à un journaliste de s'être transformé face à un homme politique en professionnel de la brosse à reluire. C'est mon préféré. Voilà. C'est pas diffamatoire. C'est juste pas parce sympa. que l'imputation n'est pas assez précise. C'est drôle. On ne peut pas réussir à prouver que le journaliste est un professionnel de la brosse à reluire. C'est pas possible. Mais si il manie habilement une petite brosse à reluire marron. Ah mais là, du coup, ça ne porte pas atteinte à son honneur et à sa considération de dire qu'il fait reluire ses chaussures. Donc, voilà, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a aussi, je vais retrouver un autre exemple qui me tient un peu à cœur parce que c'est une amie qui avait plaidé le dossier. Oui. L'expression, c'était une affaire de caravane à Draguignan, et dire que les caravanes d'un camping sont pourries, c'est pas diffamatoire, c'est pas un fait précis. Parce qu'en fait, réalité. pourri, c'est pas assez précis. Mais par contre, dire les caravanes, dedans il fait froid, c'est humide et la décoration est de mauvais goût, est-ce que ça serait plus précis, par exemple ? Pour la décoration, je suis pas sûr, parce que on a le droit, je pense pas que ça soit attentatoire à l'honneur et à la considération d'avoir des goûts en décoration douteux. Certes. Non, mais si tu dis en revanche que les enfants des gens qui habitent dans ces caravanes vivent dans des conditions indécentes parce qu'il n'y a pas de quoi se chauffer et que c'est honteux de faire vivre des gamins là-dedans, là on redevient dans l'imputation d'un fait précis qui est susceptible de preuve. Tu vois, on est susceptible de pouvoir démontrer que effectivement, il fait froid et que les gosses ne devraient pas vivre à ce moment-là. Mais du coup, ça m'amène à poser la question suivante, qui est, là on est en train de parler de faits qui peuvent être prouvés, mais du coup, c'est quoi apporter la preuve de la vérité des faits et de manière plus générale, comment se défendre quand on est accusé de diffamation ? Voilà, parce que là on vient de voir la situation où on se sent victime de diffamation, mais peut-être aussi parfois qu'on est accusé de diffamation à tort. Alors, il y a deux sortes de moyens de défense en réalité, et on en a un petit peu parlé déjà. Le premier, le moyen de défense phare, en tout cas dans les textes, mais en pratique c'est moins le cas, on va en parler, c'est l'exception de vérité. Oui. C'est réussir à montrer que ce qu'on a imputé à la personne est en réalité non pas diffamatoire, mais parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Alors c'est très compliqué parce que je ne rentre pas dans le détail procédural, mais il y a des contraintes procédurales excessives dans ce domaine. Notamment, il y a très très peu de temps pour le faire. Voilà, il faut aller très vite. Peu de temps entre le moment où on a connaissance du fait qu'on est convoqué devant le tribunal pour répondre de la diffamation et le moment où on peut apporter la preuve des faits. Et en jurisprudence aussi, on vient nous dire que la preuve de la vérité des faits, elle doit être parfaite, complète et corrélative aux faits imputés. C'est-à-dire que on a vraiment trois conditions très très compliquées à remplir qui font que globalement, il y a une ou deux exceptions de vérité par an qui passent à Paris. Attends, et alors tu dis à Paris, est-ce qu'il y a d'autres juridictions en France qui font du droit de la presse ? Alors toutes les juridictions en France font du droit de la presse, il n'y a pas de juridiction spécialisée. C'est vrai qu'en pratique, la seule juridiction qui a une chambre de presse... C'est nous. Non, alors je me trompe en plus parce qu'il y a Nanterre aussi, il me semble. C'est vrai. Voilà, il y a très peu de juridictions qui ont une chambre correctionnelle ou civile spécialisée en droit de la presse. Et c'est vrai que magistrats qui font du droit de la presse toute la journée, ils sont à Paris et à Nanterre, essentiellement. C'est la fameuse 17e chambre. C'est la 17e chambre, où il y a beaucoup de people qui s'y rendent. Et il y a aussi des particuliers, il n'y a aucune difficulté. Oui, effectivement. Bien sûr, mais c'est une chambre... assez people, effectivement. D'accord. Donc, dans les moyens de se défendre, on a vu qu'il y avait apporter la vérité, mais il y a également la bonne foi de l'auteur des propos poursuivis. Alors voilà, là on vient sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile à manier, quoique, mais en tout cas qui a beaucoup plus de chances de fonctionner. La bonne foi. Alors la bonne foi, il faut savoir, on ne va pas demander la même bonne foi à un journaliste professionnel et à un twitto avec un œuf. On ne va pas demander la même chose. Le journaliste professionnel, lui, va devoir démontrer qu'il a accompli une enquête sérieuse avant de publier son article et qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour publier son article. Évidemment, pour le twitto, celui qui poste quelque chose sur Facebook,
on va pas lui demander tout ça. Il est dans l'instant, il est peut-être instinctif. Le format tweet avec un nombre de caractères limité empêche aussi toutes les nuances, donc c'est un peu compliqué. Donc on va lui demander très simplement, déjà dans un premier temps, de ne pas avoir fait preuve d'animosité personnelle contre ces personnes, contre la personne qu'il aurait prétendument diffamée. Il ne doit pas s'agir d'un règlement de compte qui exclurait en fait sa bonne foi. Il ne doit pas régler ses comptes avec l'autre personne. Et c'est à peu près l'élément central quand il s'agit d'un particulier avec un tweet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de règlement de compte. Voilà, faut pas qu'il y ait de règlement de compte. L'expression de quelque chose, un peu de bonne foi. Voilà, il a quelques éléments qui peuvent montrer qu'il n'est pas complètement dans le mensonge, dans la diffamation, et en plus de ça, il ne règle pas ses comptes avec la personne, donne une information comme ça, avec certains éléments. On est sur une position assez mesurée, c'est-à-dire que c'est pas la Corée du Nord, vous avez le droit d'émettre quelque chose de pas complètement hyper positif, mais il ne faut pas que ça tourne à hockey choral non plus. Et enfin, si on en a fini avec ces questions-là... Mais maintenant, qu'est-ce qu'on risque en diffamation, ou qu'est-ce qu'on peut espérer en diffamation si on s'estime diffamé ? Bon, on répare pas l'honneur et la considération autrement qu'avec de l'argent. On n'y arrive pas. En France, on fonctionne comme ça, et dans tous les pays du monde, je crois qu'on peut fonctionner comme ça. En réalité, on va demander des dommages et intérêts, il ne faut pas s'attendre à obtenir des millions d'euros, mais quelques centaines, quelques milliers d'euros de dommages et intérêts pour la victime, et ensuite la personne qui a diffamé est aussi susceptible d'être sanctionnée par une sanction pénale. Pour une diffamation publique classique, la peine encourue maximum, mais c'est assez rare tout de même qu'elle soit prononcée, c'est 12 000 euros d'amende. Et quand il s'agit des diffamations dont on a parlé tout à l'heure, envers la race, la religion, l'orientation sexuelle, là, on est à 45 000 euros d'amende et 1 an d'emprisonnement maximum dans ce genre de situation. J'entre pas dans le détail s'il y a une diffamation non publique. Là, je pense qu'en opportunité, il faut vraiment que ça soit juste une question de principe. Oui, c'est vrai. Alors, ok, on a fini sur la diffamation. Ça a été assez détaillé, mais c'est important parce que c'est vraiment un sujet central dans le débat public tout le temps. Donc voilà, Raphaël, Maître Liotier, wesh. Ouais. Yo, Maître Liotier, tu nous parles un peu de ce que c'est une injure ? Ouais, bien sûr. Alors, une injure, on est sur, ce coup-ci, une expression outrageante, un terme de mépris ou d'invective. Ouh là là, mais dis donc, Raphaël, c'est quoi une expression outrageante, un terme de mépris, une invective ? Vite, brigand, vite, réponds-nous. Oui, je vous réponds tout de suite. Eh ben, c'est un outrage, ça peut être considéré comme un affront qui est fait à ton honneur, tu veux. Une invective, ça va être des discours ou des paroles qui vont être violents. Et un terme de mépris, c'est une manifestation d'une absence de considération. Bam, voilà. Okay. Alors, allez, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais là, ce coup-ci, à la différence de la diffamation, et c'est pour ça qu'on a ces deux infractions, à la différence de la diffamation, l'injure ne renferme l'imputation d'aucun fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que, d'un point de vue procédural, parce que si le droit qui gouverne ces différentes infractions est très précis, c'est parce qu'on a pour but de protéger la liberté d'expression. Tout à fait. Et dans ce cadre-ci, on a aussi, du côté des praticiens pour le coup, la nécessité de caractériser si c'est une injure, une diffamation, sachant qu'on ne peut pas avoir les deux sur le même propos précisément. Il faut choisir. Donc, l'injure, pour vous donner quelques exemples récents qui vont pouvoir illustrer, l'injure, si on pense aux injures qu'on connaît classiquement, blaireau, tout ça, on est dedans. On est dedans à quelques exceptions près. Si on est un humoriste et qu'on traite quelqu'un de conne, par exemple, on peut se retrouver à ne pas nécessairement être condamné dans la mesure où ça va... Exemple ça, c'est parce qu'il y a l'exception de vérité. C'est pas bien ce que tu dis. Je crois pas que c'était... Non, je crois pas. Je crois pas. Non, mais c'est pas... On fait peut-être référence à une affaire qui a eu lieu il y a pas très très longtemps. Bref. Il n'y a pas d'exception de vérité. Il y aurait pu y avoir une excuse de provocation, mais on y viendra après. Là, c'est pas le cas. Mais non, en tout cas, ça peut être... C'est évidemment pris en considération, c'est déterminé en fonction du cadre dans lequel c'est fait, de la personne qui le dit, etc. Mais pour d'autres exemples, on parlait tout à l'heure de brosse à reluire et on disait que c'était pas diffamatoire. Mais en revanche, ça aurait pu être considéré comme étant injurieux. En tout cas, pour dire d'un journaliste que c'est un valet ou que c'est un pseudo-journaliste,
ça peut être considéré comme comme étant injure. injurieux. Ok. Il y a un moyen de défense qu'on peut opposer si on se fait attaquer en injure, sur le terrain de l'injure, c'est l'excuse de provocation. Mais là, il faut que ce soit une réponse qui soit immédiate et irréfléchie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une riposte 5 jours plus tard sur Twitter, tu m'injuries, et puis 5 jours plus tard, je te dis ah ben tiens, et puis je t'envoie une autre injure juste pour voir. Quoi. Non, il faut que ce soit dans l'immédiateté. Mais ça peut correspondre à beaucoup de cas qu'on est amené à voir sur des médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Enfin, on n'a pas la même considération pour une diffamation, une injure qui va être écrite par un journaliste professionnel que pour quelqu'un qui va le publier sur Twitter ou sur Facebook en tant que particulier en réaction à un fait, quelque chose comme ça. On est sur exactement les mêmes peines, c'est-à-dire 12 000 euros d'amende, dans le cadre où ce qu'on ne détaille pas, dans le cadre où ce serait fait au sein d'une communauté d'intérêt, c'est-à-dire vraiment dans un cadre qui soit non public. Là, c'est une contravention, donc c'est 38 euros d'amende, c'est très symbolique. Donc c'est vraiment quand c'est une question de principe, c'est ce que disait Ludovic tout à l'heure. Oui, tout à fait. Enfin, oui, c'est ça. C'est quand c'est une question de principe. Il peut y avoir aussi une communauté d'intérêt qui soit importante et que ce soit utile quand même de le faire, quand bien même ce serait non public. Tout à fait. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le cadre procédural ? Comment je fais pour attaquer ? Bon, il faut savoir que procéduralement, que ce soit l'injure ou la diffamation, on est sur un régime d'exception. En droit pénal, en principe, les délais de prescription, c'est 6 ans, 10 ans, etc. Là, on est beaucoup plus court, on est sur les délais de prescription de 3 mois par principe. Donc on a 3 mois à compter de la diffamation prétendue ou de l'injure pour agir. Ça va très vite. Ça va très très vite et il faut l'interrompre tout le temps. C'est-à-dire que il y a des audiences de procédure tout le temps pour faire une interruption. Je vous coupe une seconde pour dire que ces 3 mois, ce délai de 3 mois, c'est pour la diffamation, pour le harcèlement en ligne, ça ne s'applique pas et on en parlera une autre fois. Donc ne pensez pas que si vous vous faites harceler en ligne, le délai est de 3 mois. Ce n'est pas le cas. Là, on est vraiment sur injure, diffamation. Ok ? Alors, donc, prescription trimestrielle, on vient de le dire, et elle commence à courir quand ? Alors, ça va compter de la première mise en ligne du contenu sur Internet. Donc, il faudra veiller, et d'ailleurs, dans le cadre d'une procédure, il faudra veiller à faire en sorte de pouvoir se ménager la preuve de cette première mise en ligne du contenu. Comment on fait ? Eh ben, on fait un constat, on demande à un huissier de faire un constat, c'est la meilleure solution. Oui, toujours. Très important, une capture d'écran, même faite sur un excellent logiciel de capture d'écran, ça ne constitue pas une preuve. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop facile de falsifier ça avec du Photoshop ou un truc comme ça. Donc voilà, si vous vous faites diffamer, on est désolé, mais il va falloir passer par un constat d'huissier. Donc vraiment, si ça vous arrive et que vous voulez agir, au plus vite, contactez un avocat. Ou un huissier. Vous pouvez contacter un huissier tout seul et lui dire que vous avez besoin d'un constat avant d'aller voir un avocat, c'est possible aussi. Ok, alors donc les moyens de preuve, comment se constituer une preuve ? Le constat d'huissier, on a dit. C'est quoi les autres moyens procéduraux ? Alors les autres, quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour agir ? On va avoir des moyens qui vont être des moyens devant les juridictions. On va avoir des moyens qui vont être la possibilité d'attaquer la personne. Vraiment au devant, pénal. À gauche, à droite, ça marche bof. Ouais, je sais pas où je vais avec cette blague, vas-y, continue. Non, mais je veux absolument qu'on la garde, celle-là, au montage. On la coupe pas. Je pense même que ça devrait être là. C'est la bande-annonce de l'émission. Est-ce qu'on peut aller à droite ou à gauche des juridictions ? Vas-y, je t'en prie. Donc on va devant la juridiction. On va devant la juridiction. Donc on va devant les juges. Là, on peut... là, on va pouvoir y aller... Diagonale, allons-y. Je peux pas dire derrière parce que ça serait tendancieux. Le prix de l'humour du barreau de Paris. Et donc, du coup, quand on va devant une juridiction... Quand on va devant les juges, on peut y aller selon plusieurs modalités, mais pour rester très schématique, parce qu'on va pas rentrer dans un espèce de détail de procédure qui serait pas forcément hyper intéressant là tout de suite, mais on va pouvoir aller devant les juridictions pénales ou les juridictions civiles. On va pouvoir aller devant ces juridictions par le biais d'une plainte, c'est-à-dire par le biais d'une sorte de dénonciation des faits, sauf que là on va pouvoir mettre en mouvement le processus qui va amener au jugement. Tout ça pour dire mettre en mouvement l'action civile ?
Non, l'action publique. L'action publique, pardon, excusez-moi. Oui, mais c'est parce que... Non, très bien, j'admire à quel point c'est parce que clair. sinon on part sur la distinction entre plainte simple et plainte avec constitution de partie civile. Non, je sais pas si t'as envie de faire ça alors que tu tapes sur ton poignet. Donc on met en mouvement. Donc on va pouvoir aller devant les juridictions, que ce soit au pénal ou au civil, parce qu'on a la possibilité de choisir dans ce cadre-ci. On va pouvoir aussi aller voir le juge pour lui demander d'obtenir les éléments d'identification que possèdent les intermédiaires techniques sur la personne qui a édité le contenu, et obtenir une décision judiciaire qui va pouvoir imposer à Facebook, à Twitter, etc., de communiquer les éléments qu'ils possèdent. Notamment l'adresse IP. On va pouvoir aussi, quand on est dans une situation un peu d'urgence, faire des procédures, tenter d'obtenir du moins une décision qui, dans des hypothèses où c'est absolument clair qu'il y a eu une atteinte, qui va permettre de faire retirer le contenu. Ce qu'on appelle une procédure en référé. Voilà. Ce qu'on a aussi à côté, c'est qu'on a la possibilité de répondre à l'atteinte qui nous est faite, et cette réponse-là, elle ne nous empêchera pas d'aller devant les juridictions après. Okay. Ce qu'on appelle le droit de réponse. On a la possibilité aussi de contacter la personne en face, si on en a l'identification, en la mettant en demeure ou en l'assommant par huissier aussi, de retirer le contenu ou éventuellement même de publier un démenti de ses propos. Voilà, globalement, pour faire un grand panorama très très général, très très rapide. On a fait très rapide sur la procédure parce que ce qui nous semblait important pour cet épisode-là et pour cette première salve d'abordage de ces sujets-là, il nous semblait vraiment très important d'extrêmement précisément et bien définir ce que c'est que l'injure et la diffamation. C'était vraiment le sujet central aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de plus de précision sur comment vous défendre ou comment attaquer. On va y revenir assez largement, notamment dans le cadre d'un très 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 prochain épisode sur le harcèlement en ligne, où on évoquera beaucoup plus les moyens de défense. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs ? Si, il y a juste un élément, mais effectivement on y reviendra en détail sur un autre, c'est que ces infractions-ci, qui sont très spécifiques, ont un régime qui est particulier et qui n'est pas celui des autres infractions qu'on peut retrouver, qui vont être l'atteinte à la vie privée, l'usurpation d'identité, le harcèlement qui sont alignés ou non, etc. Et dont on va parler très largement. Ludovic ? Pas d'ajout particulier, vraiment juste un rappel sur le fait qu'il faut être accompagné dans ce genre de procédure avec des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de choses, parce que à défaut on obtiendra difficilement gain de cause. Gain de cause et réparation et tout ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours. Binge.